Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans Version française, la Cité de l'Architecture et du Patrimoine retrace le parcours des lignes de fuite qui ont toujours dessiné les villes et les bâtiments. Des cuisines des plus grands chefs à celles du Luc à Carton, nous revenons sur le parcours étoilé d'Hugo Bourny. Voyage dans le temps entre 70s et années 2000 avec Chemena Kamali aux manettes de la maison Chloé dans En Mode. Les plafonds s'ornent de parures sous les pinceaux de la peintre en décor Héloïse d'Argent. Un voyage à travers les âges. Et juste avant de rencontrer le chef Hugo Bourny, tout de suite notre rubrique Pépites. Impossible de n'avoir jamais croisé son assise. Sa silhouette vous dit forcément quelque chose, c'est la chaise A de chez Tolix. Le père de cette légende à 4 pieds, c'est Xavier Pochard, un pionnier du design industriel. Né en 1880, il développe rapidement un amour pour le métal. Artisan chaudronnier de profession, il s'intéresse aux procédés chimiques de la galvanisation, une méthode qui permet de préserver de la corrosion. À grands coups d'expérimentation, il fonde finalement en 1927 la maison Tolix, où il développe une gamme d'articles ménagers. Robuste et fonctionnel, il a à cœur de créer des objets à l'esthétique aussi intemporelle que durable. Ainsi naîtra la chaise A, réinterprétée plus tard par son fils dans sa version fauteuil A56. Si les terrasses de café et les jardins s'habillent de cette assise, le plus célèbre de ses hébergeurs reste le paquebot Normandie. En 1935, le navire engage son voyage inaugural. À son bord, le mobilier art déco signé Jacques-Émile Ruhlmann côtoie les sièges de Jean Prouvé et l'argenterie Christoffel. Mais c'est sur le pont des matelots et des pompiers que trône fièrement notre Tolix. Si le Normandie connaît une fin tragique, notre assise, elle, continue de fendre les époques. Alors la prochaine fois que vous vous assiérez sur une chaise A de Tolix, rappelez-vous que derrière son allure simple se cache toute une histoire. Moulage de frontons, bâtiments historiques ou religieux, pièces plus contemporaines, immersion dans notre patrimoine à travers les collections de la Cité de l'Architecture. La vocation de la cité repose sur plusieurs piliers, bien sûr. Il y a un pilier historique, avec la galerie des moulages, la galerie des peintures, qui, rassemblant des éléments insignes des réalisations en France, de toutes les régions françaises, exprime et permet de faire un tour de France des plus belles merveilles construites en architecture religieuse, en architecture civile. Et puis, à travers la galerie moderne et contemporaine, une évocation nouvelle depuis une vingtaine d'années, c'est d'accueillir le public pour leur faire prendre conscience, voilà, de l'importance de l'architecture dans la construction de leur univers, de leur espace de vie, de leur cadre de vie. Installée dans l'ancien palais du Trocadéro, la Cité de l'Architecture retrace des siècles de construction et d'habitat, créant un pont entre les bâtisseurs du présent et les témoignages de notre patrimoine ancien. Tout commence un an après le chantier du Palais, créé à l'occasion de l'exposition universelle de 1878. L'architecte Viollet-le-Duc a alors l'idée d'y installer un musée de sculptures comparées à partir de moulages de bâtiments historiques. Il faut se rappeler qu'au XIXe siècle, juste après la Révolution, on commence à démanteler des abbayes, des églises. Les églises ont perdu une partie de leurs sculptures, on a cassé des têtes d'un certain nombre de statues qui ornaient les portails. Et le patrimoine était en plutôt mauvais état. Donc il y a eu une prise de conscience après la Révolution française que ces trésors-là constituaient la mémoire d'une nation, la mémoire de l'art de construire, de l'art de bâtir en France. Et donc pendant plusieurs dizaines d'années, les inspecteurs des monuments historiques, les architectes des monuments historiques vont sillonner la France et encadrer des équipes qui vont mouler des portails, des sculptures, des tombeaux, des morceaux d'architecture civile, des palais dans les villes faits par les riches marchands à l'époque de la Renaissance, par exemple. Et cette collection voilà, va être ouverte au public dans l'une des ailes de ce palais du Trocadéro. C'est notamment grâce à cette initiative que certains trésors d'architecture ont pu éviter d'être à jamais perdus, comme l'ange au sourire de la cathédrale de Reims, ravagée par un incendie en 1914. Les pierres des portails, notamment, ont éclaté sous la chaleur. Et l'ange au sourire a perdu sa tête dans l'incendie. Heureusement,
heureusement que nous avions le moulage, parce que l'ange a pu retrouver sa tête, comme quoi les collections servent aussi à la restauration ultérieure, dès lors que des ouvrages sont endommagés par accident ou volontairement. Parcours à travers le temps, les collections du musée s'étendent au tournant des années 90 à l'architecture moderne et contemporaine. Une part belle y est faite à Auguste Perret, l'une des figures phares de l'architecture française du 19e siècle, comme en témoigne cette maquette du théâtre des Champs-Élysées, petite révolution pour l'époque. Le théâtre des Champs-Élysées, c'est un projet d'un architecte belge, Van de Velde, qui propose à l'origine un projet de construction en métal. Et Auguste Perret n'est pas d'accord avec le projet de construction en acier. Pour lui, c'est le béton qui est la solution idéale. Et la maquette reproduit effectivement la pensée structurelle qui permet à l'architecte de reporter toutes les charges sur l'extérieur et sur l'enveloppe avec des grandes poutres qui enjambent le grand volume principal de la salle de spectacle. Donc le béton, pour lui, c'est vraiment la matière qui, dans son idée, permet de résoudre toutes les spatialités. Le béton inspirera en effet par la suite des générations d'architectes comme Le Corbusier, dont l'un des appartements de sa célèbre cité radieuse à Marseille est reconstitué au cœur du musée. C'est à la fin des années 40, alors que les villes font face à un accroissement important, que l'architecte développe un concept de logement ouvrier en béton à l'espace très rationalisé. Tout a été pensé sur la base d'un module. Le Corbusier travaille à partir du moduleur, qui est un personnage un peu fictif, et dit voilà, l'homme moderne, il va faire en moyenne 1,83 m. Quand il a le bras levé, la main arrive à 2,26 m. Quand il écarte les bras, ça fait 2,15 m, 2,20 m. C'est une architecture très rationalisée. Mais c'est cette pensée-là qui permet de commencer à réfléchir à une production en masse du logement social en France. Des pierres religieuses aux structures de nos villes modernes, le musée nous invite à réfléchir à l'évolution de nos modes d'habitat et à celui de nos lieux de patrimoine sans cesse réécrits et réinventés. C'est aux manettes du restaurant Luc à Carton que le chef Hugo Bourny nous parle d'équilibre et de saveurs subtiles au sein d'un lieu mythique. Bonjour Hugo. Bonjour. Hugo, alors que rien ne vous prédestinait spécialement à la cuisine, vous êtes aujourd'hui chef aux manettes du mythique restaurant Luc à Carton, une institution parisienne. Autant qu'ado un peu perdu, c'est finalement la transformation de la matière qui a déclenché ce qui est devenu aujourd'hui une vraie vocation. Oui, tout à fait, une vraie passion. C'est exactement ça. J'étais un adolescent un petit peu perdu. Je me suis lancé dans la cuisine sans savoir où je mettais les pieds. Et là, j'ai fait des rencontres incroyables. J'ai découvert un univers, un métier, un univers de produits, de goûts, d'associations, des choses qui m'étaient complètement méconnues. Et ça m'a donné un sens. Ça a donné un sens à ma vie. Et donc, je me suis plongé corps et âme dedans. Et c'est ce qui m'a amené jusqu'ici aujourd'hui. Votre vision de la cuisine, vous pouvez pleinement l'exprimer ici, puisque c'est votre première place en tant que chef. Oui. Quand vous avez traversé cette salle incroyable pour la première fois, qu'est-ce que ça vous a fait ? Je me suis senti bien petit. Quand je suis rentré dans la salle et que j'ai vu les boiseries, que j'ai senti le poids du temps parce qu'il y a 200 ans d'histoire, les boiseries sont classées, c'est très impressionnant comme lieu. Et en même temps, c'est intemporel. Il y a eu d'illustres chefs qui sont venus ici, qui ont fait rayonner Paris à travers leur cuisine, à travers le monde entier. Donc quand on arrive, première place de chef, complètement inconnu, dans ce lieu incroyable, on se dit qu'on n'a pas vraiment le droit à l'erreur et qu'on doit être digne du lieu. Le Luc à Carton en tant que tel, quand on y vient, on est un peu comme sur une scène finalement. En fait, on s'est rendu compte que le lien entre la cuisine un petit peu moderne, un petit peu instinctive qu'on fait, et le lieu avec tout le poids de son histoire, c'était l'assiette. Une assiette à la hauteur du cadre somptueux de cette salle, classée à l'inventaire du patrimoine culturel des monuments historiques. Et pour ce faire, Hugo Bourny aime dénicher sans cesse de nouveaux produits pour créer des associations uniques. Regardez ce que Claude nous a ramené. Il nous a expédié des nouvelles herbes, aubépine, fumeterre, 6 cymborium et pilobe.
Alors je sais pas vous, mais moi j'en connais qu'une seule. J'en connais aucune. Ouais, c'est aubépine, ouais, de nom. Ouais. Aubépine quand même, ouais. C'est intéressant. C'est amer? Ah, ouais, c'est amer, mais en même temps c'est très végétal. On a presque des tanins de thé, non? Et on a toujours cette note réglissée, c'est super intéressant. À la recherche de terrains inconnus inédits, Hugo peut compter sur ses cueilleurs français. Pour vous raconter l'anecdote, quand Claude m'a contacté, je lui ai demandé un petit peu des nouveautés. Il m'a dit, je suis désolé, j'ai pas grand chose d'intéressant, j'ai que des trucs médicinaux sans intérêt. Je lui ai dit, ah, sans intérêt, bah écoute, envoie-les-nous, on va peut-être trouver quelque chose d'intéressant dedans. Ben voilà, c'est ça, c'est un petit peu notre leitmotiv en fait, de travailler des produits qui vont surprendre ou qui vont déjà nous surprendre. Une fois l'herbe ou l'épice originale rencontrées, place à la création de nouvelles recettes où seul le terroir du moment peut restreindre l'imagination infinie du chef. Qu'est-ce qu'on peut se faire avec ça? On va faire monter ça avec du dashi. Ouais, Pas mal. un petit dashi, ouais. Allez, on essaye la sauce. Ouais, c'est intéressant. Hein. Ah ouais, vraiment très très intéressant. Hein. Même peut-être même plus intéressant que le support céleri. Ouais, complètement. La base est bonne avec des petits légumes primeurs, sautés, légèrement épicés. Ouais. Et pourquoi pas du coup, là, on a reçu des beaux poissons, mais je pense que le mieux serait des langoustines. Après avoir travaillé le jeu des textures et des cuissons en liant le tout avec une sauce équilibrée, le plat est prêt à être dégusté pour la première fois. Et les impressions naissantes émergent. Je pense qu'il faut encore 2 essais et possiblement ça part à la carte. C'est déjà une très bonne base. Mais je pense qu'il nous faudra pas longtemps pour caler un plat carré. On y va, 2 poireaux 7 services, on peut les saucer s'il vous plaît. Une inventivité et une cuisine toujours audacieuse pour le chef. Reflétant aussi bien son humeur, son histoire que ses racines avec toujours des goûts francs, prononcés et puissants. Si vous pourriez décrire un plat, je dis même pas plat signature, mais en tout cas un plat qui caractérise vraiment votre esprit de cuisine, ça serait lequel? Alors le terme de plat signature est amusant parce que finalement c'est pas le chef qui définit son plat signature, c'est les convives qui viennent passer un moment ici. Aujourd'hui c'est un plat autour du poireau, d'un poisson cru qui va dépendre de la saison. C'est généralement du bar, donc un bar mariné, des poireaux cuits minutes à la plancha, avec un bouillon poireau gingembre. Déjà, le choix du produit, le poireau, c'est assez clivant, comme la betterave. C'est des produits que j'aime bien travailler, parce qu'on a souvent une mauvaise image de ces produits, parce qu'on a eu l'habitude de les manger souvent à la cantine. Et en fait, j'aime bien les faire redécouvrir, travailler comme un produit de luxe, et je trouve que ça donne une nouvelle dimension à ces produits. On dit de votre cuisine qu'elle est intuitive, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer jusqu'au dernier moment. Pour avoir cette spontanéité, il faut certainement beaucoup de technicité et beaucoup de travail, oui. Parce que ça demande une maîtrise parfaite. Oui, beaucoup de travail et beaucoup de curiosité, je crois. Parce que pour faire une cuisine inventive, ou plutôt d'intuition, il faut être curieux. Il faut se poser des questions, il faut essayer beaucoup, il faut aller chercher des produits un petit peu nouveaux, il faut se challenger soi-même, son équipe, tous ensemble, pour essayer de trouver des choses un petit peu nouvelles. Il faut essayer, il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur, et après ça vient naturellement avec l'expérience, à travers tout ce que nos mentors nous ont donné précédemment. Mais après, c'est beaucoup d'essais. Ouais, bah elle est chaude, c'est ça. Hop, prenez le dernier plateau ici, le groupe en haut. Les 2 toasts, il faut que ça aille vite, s'il vous plaît, ils sont pressés. Service, s'il vous plaît. Après avoir passé plus de 15 ans auprès des meilleurs chefs, Arnaud Dunkel, Anne-Sophie Pic, puis Hélène Darroze, Hugo Bourny ne déroge pas à l'exigence des grandes maisons. De la flamboyance du végétal aux subtilités de l'animal. L'expérience gustative doit être parfaite du plat jusqu'au dessert, qu'il travaille avec minutie avec son chef pâtissier Sylvain Goujon. C'est très frais, un peu mélange c'est bien, c'est menthe, verveine. Ah ouais, c'est pas mal ça. C'est sympa ça. Un petit citron maturé si on arrive à en conserver ou quelque chose comme ça, c'est sympa. Je me sens bien. L'importance d'une fluidité et d'une cohérence sur l'ensemble des assiettes servies nécessite une communication de tous les instants. On échange constamment en fait. À chaque fois qu'on fait des plats, on les goûte ensemble. À chaque fois qu'il fait un dessert, on le goûte ensemble. On se donne mutuellement des idées sur les créations et donc naturellement en fait, on en vient à faire quelque chose qui soit dans une continuité, naturellement. Et après, il y a le côté créatif et puis
le palais aussi d'Hugo, qui fait qu'il a sa propre cuisine et son authenticité. Pour satisfaire les papilles de ses convives, Hugo ne s'arrête pas là. Il travaille assidûment avec son équipe pour assurer un accord mets et vins fin et raffiné. Celui-ci, c'est le deuxième. C'est pas mal, hein? Avec la sauce, Oui. C'est pas mal, hein? Moi, j'ai goûté un morceau de langoustine. Pour moi, c'est plus le premier. On a vraiment un peu la suavité, je trouve, de la langoustine. Avec... Vraiment, je te rejoins, moi j'étais plus sur le premier. Ouais. Et il faut qu'on pense aussi à une association sans alcool. Lorsque vous avez décrit le plat, vous avez parlé aussi de réglisse. Moi, là, sur le chariot d'infusion, j'ai une menthe réglissée, donc on peut essayer ce genre de choses. La rondeur, les choses intéressantes du mélilo, on peut essayer une infusion comme telle. Ah oui, oui. Très honoré. Tenez. Hop. T'es sur les deux. Exigence intransigeante pour le chef Hugo Bourny, dont la cuisine brille par une délicatesse rare, aujourd'hui récompensée de l'une des plus belles distinctions. Hugo, vous avez actuellement une étoile au Michelin. Vous êtes en route pour la 2e ou la 3e, ou est-ce que c'est quelque chose qu'en fin de compte vous intéresse pas trop? Comment vous voyez ça? C'est des rêves de gosse. Enfin, c'est des rêves de tout cuisinier, je pense. J'en fais pas un objectif. Je trouve que cette pression qu'on se met à nous-mêmes, elle est contre-productive pour la créativité et pour l'essence même de ce qu'on fait ici. En tout cas, ma vision de chef, elle n'est pas dans l'obtention de titres personnels. Elle est dans l'obtention de résultats en salle. Et après chaque service, quand je fais le tour de salle, si j'ai tous les clients qui sourient, qui me disent qu'ils ont passé un bon moment, qui me parlent d'un plat spécifiquement ou qui me posent des questions sur le plat, ben en fait, ça me suffit. En fait, c'est un peu pour ça qu'on est là finalement. Merci beaucoup, Hugo. Avec plaisir. Pour son premier défilé avec la maison Chloé, Chemena Kamali ravive la mode bohème chic à travers des silhouettes affirmées. Une blouse en dentelle, une paire de sabots, un jean rapiécé, des lunettes aviateurs aussi et un prénom, Chloé, celui d'une marque dont l'histoire est ancrée dans la féminité. Sur le podium, on pourrait être à la fin des années 70 ou au tout début des années 2000, au grand retour de la mode bohème chic. Mais nous sommes à l'hiver 2024, au premier défilé de Chemena Kamali pour Chloé. Et on en reconnaît instantanément les codes de toujours, des robes et des blouses aériennes, des couleurs douces et des accessoires malins à la fois ludiques et spirituels. Chemena Kamali est la première femme à prendre la tête d'une grande maison depuis plusieurs années. Une nomination qui en dit long sur le peu de confiance qu'accorde l'industrie de la mode aux créatrices lorsqu'il s'agit pourtant de réfléchir à leurs propres besoins et désirs vestimentaires. Mais Chloé a de particulier qu'elle est chargée d'énergie féminine et d'un élan intuitif intangible qui allie la puissance à la douceur. Pas celle qu'on associe à la docilité, mais plutôt celle qui sait prendre le temps de réfléchir et d'être, d'agir et d'écouter. La marque parle de ces choses qu'on se transmet de femme à femme, du courage à la liberté, en passant par les belles pièces qui traversent les générations. À la fois nostalgique et vissée au présent, elle incarne une forme d'ancrage et de refuge dans une industrie où les marques se battent en permanence pour capter l'attention des clientes. C'est pourtant vers les créations d'un homme que Chemena Kamali s'est tournée pour cette première collection, celle de Karl Lagerfeld qui, dans les années 60 à 80, a fait la gloire de Chloé. Fondée en 1952 par Gaby Agion, la marque devient alors synonyme d'une fluidité moderne qui parle aux femmes et à leurs besoins croissants d'une mode dynamique pour la vie quotidienne. Une marque imaginative et pleine d'esprit. La créatrice en a gardé ses métrages de mousseline, coincés dans de grandes bottes pour mieux laisser aller une démarche sûre d'elle, et cet esprit très 70s de libération du corps et de la tête. Quand elle est revenue sur le marché, au début des années 2000, la mode bohème chic a créé un raz-de-marée sur son passage. Partout les blouses, les jeans délavés,
les voilages et les imprimés disaient la nostalgie d'une époque révolue qui avait posé les bases du vestiaire féminin moderne, revisité par les hit girls et par le renouveau du rock. De retour chez Chloé, elle raconte la puissance que la mode peut avoir lorsqu'elle a pour moteur l'instinct et la transmission. Une mode par les femmes, pour les femmes, au commencement d'un nouveau cycle. Depuis son atelier, Héloïse Dargent nous conte la richesse de l'art et la diversité de son métier, découverte du savoir-faire de cette peintre en décor. J'ai d'abord eu une découverte des décors peints à l'occasion d'un voyage à Florence, et notamment au Palazzo Vecchio, où j'ai eu un coup de cœur énorme pour tous les décors de grotesques que j'y ai découverts. À l'époque, je ne savais pas encore que j'allais en faire mon métier. Et un jour, j'ai tombé sur un article sur l'école Van der Kelen en Belgique. Et à la lecture de cet article, j'ai pas dormi de la nuit. Je me suis réveillée le lendemain en me disant c'est ce que je veux faire de ma vie. C'est après des études de commerce et d'histoire de l'art qu'Héloïse Dargent plaque tout pour devenir peintre en décor. Elle orne depuis les murs et les plafonds de châteaux privés et d'hôtels particuliers jusqu'à la demeure du couturier John Galliano en Picardie. Des espaces vastes et variés où Héloïse s'amuse avec le champ des possibles. Ce qui est très amusant, c'est quand on a par exemple une cheminée dont on nous demande de copier les panneaux sur les côtés ou de continuer la pièce avec des plinthes en trompe-l'œil. Et là, il faut vraiment que l'œil ne voit pas la différence entre le marbre réel et le trompe-l'œil qu'on va faire. Ça, c'est assez amusant à faire. Faux marbre, faux bois, mais aussi recherche iconographique, tout l'enjeu du peintre est bien souvent de fondre son décor dans des lieux historiques, comme ce panneau d'inspiration 18e réalisé à 4 mains pour une villa en Italie. Il y a des motifs qui proviennent de la villa Ephrussi de Rothschild, de panneaux qui sont en métropolitane, de villas qui étaient avoisinantes. Et là, ce ne sont pas les couleurs définitives. En fait, après, tout le décor a été patiné de manière à prendre une patine en fait, vieillie et donner l'impression qu'il était en place depuis toujours. Et aussi pour se raccorder à l'état de vieillissement du plafond. Donc pour ne pas avoir l'impression d'avoir un décor complètement flambant neuf à côté de quelque chose d'ancien. Tout un travail de recherche de teintes in situ et depuis son atelier, où Héloïse réalise ici une faïence inspirée des carreaux portugais d'Azuleiros, dont le bleu si particulier ne se révèle qu'à la cuisson. Les pigments tels qu'on les applique, en fait, ne donnent pas la même couleur après la cuisson. Ça, c'est un carreau qui a été cuit. Et là, c'est le carreau avant la cuisson. Et on fait des tests avec différents types de températures de cuisson, différentes combinaisons de pigments pour savoir ce qu'on obtient en fait en fin de cuisson. Et le même carreau d'échantillon réalisé avec des courbes de température différentes donnera des couleurs différentes. Une fois le bon dosage trouvé, l'artiste peut se lancer dans le dessin des carreaux avec un premier tracé à la peinture à l'eau, puis une mise en volume à l'huile. Là, le fait de travailler avec un médium à l'huile, ça me donne la possibilité de venir nuancer en fait ma couleur et d'avoir le temps de la travailler, ce que je peux moins faire à l'eau. Et donc à l'huile, je peux faire des enlevés en fait. C'est venir retirer un peu de matière. Ça me demande toujours un temps de réflexion, de me dire d'où vient la lumière, si une forme courbe est en train de se replier sur elle-même, où est-ce que la lumière vient taper, où est-ce que l'ombre va être la plus forte. Même travail de jeu d'ombre et de modelé sur cette frise en grisaille à laquelle Héloïse donne des allures de bas-relief. Ça, c'est un motif que je suis en train de reprendre qui vient d'une frise qui se trouve au Théâtre Montansier à Versailles. C'est un motif 18e et qui est sur le thème de la musique. Donc c'est des successions de poutis, des petits anges musiciens. Donc là, on a une lyre, on a des trompettes, on a des enroulements d'acanthes qui s'enchevêtrent. L'idée, c'est vraiment de rester dans quelque chose de classique et de rester dans ce répertoire. Mais il arrive aussi à l'artiste de faire un pas de côté, comme avec ce panneau peint agrémenté de feuilles d'or aux lignes évanescentes. Là, je suis vraiment dans des travaux de recherche. Je suis sur quelque chose de beaucoup plus abstrait que tout ce qui est décor figuratif, de poutis, d'arabesques ou autre. Et c'est aussi une des choses qui est assez agréable, c'est de pouvoir varier autant les matériaux qu'on utilise que les outils qu'on utilise. Ça apporte une diversité au projet qui est, selon moi, super intéressante.
et qui fait qu'on s'embête jamais en fait. On est sans arrêt en recherche sur des choses qui sont différentes, on est en constant apprentissage. De l'imitation de matière à la dorure, en passant par la faïence et le décor grotesque, Héloïse Dargent explore les savoir-faire et on se demande bien quelle nouvelle corde elle ajoutera bientôt à son arc. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!